Voilà, vous êtes inscrits depuis longtemps peut-être. Vous êtes inscrits et vous êtes venus pour avoir des réponses à une question. La question est marquée là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Quel mental pour se dépasser? Vous êtes venus chercher des méthodes, vous êtes venus chercher des outils, vous êtes venus chercher énormément de choses, vous êtes venus chercher un chemin pour trouver le mental pour vous dépasser. Eh bien, la première chose que je vais vous dire, c'est que le chemin n'existe pas. Parce qu'en fait, on a systématiquement une erreur de perspective. On ne marche pas parce qu'il y a un chemin. Il y a un chemin parce que d'autres ont marché. Je ne pense pas qu'aucun des autres orateurs, ni moi-même, aurait pu expliquer au commencement les leçons qu'il a tirées à la fin. Donc, rassurez-vous, ceux qui sont fatigués, n'hésitez pas à vous assoupir. Il n'y a pas de chemin, je n'ai rien à vous dire. Maintenant que vous êtes à l'aise, moi, ça fait 3 semaines que je me dis qu'est-ce que je vais raconter. Et au fond, je me suis dit, je vais pratiquer. Et donc, je vais pratiquer quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais parler des épreuves que j'ai vécues au début des années 2000. Et donc, je vais me dépasser, puisque, au sens du Larousse, se dépasser, c'est réaliser une performance que l'on n'a jamais réalisée avant. Donc, je vais réaliser une performance que je n'ai jamais réalisée avant. Je vais parler en public de ce qui m'est arrivé. Et donc, je vous demande déjà toute votre sollicitude pour l'émotion, les trémolos, comme disait Christophe. Je tiens d'ailleurs à préciser que mon nom est Bernard Petre, mais que je ne suis pas le gardien de but fantastique de Chelsea dont a parlé Christophe. Hein? Si vous voulez son adresse, il faut s'adresser à Christophe, pas à moi. Voilà. Le 18 février 2001, il est 9h moins le quart. Nous sommes un lundi. Je suis en route vers un partenaire d'affaires, un homme charmant. J'écoute de la musique dans ma voiture et je me dis quelle vie extraordinaire. Commencer la semaine par un homme charmant, agréable et compétent. Mon portable sonne. Et ma femme m'annonce que l'aîné des 4 enfants que nous éduquons ensemble a été tué par un chauffard. Myrtille était partie en Bolivie après son bac pour faire 1 année d'immersion en espagnol pour faire un certain nombre de tâches dans le cadre d'aide au développement et découvrir une autre culture. Et voilà. Le dimanche soir, vers 20h, heure bolivienne, alors qu'elle va à l'hôtel pour avoir accès à un des seuls ordinateurs connectés à Internet et nous envoyer un mail, marchant le long de la route, dans la pénombre, sous la pluie, une voiture veut éviter un des trous dans la route, fait un écart et la tue. Nous sommes encore en plein deuil en juin 2003. Je sors d'une réunion avec un autre client, moins sympathique, moins charmant, un parti politique belge, toujours compliqué, la politique en Belgique. Et mon médecin m'annonce que je dois tout arrêter, j'ai vraisemblablement un cancer. Je commence donc un long parcours dont j'ai guéri, rassurez-vous, je suis pleinement vivant et ravi de l'être et ravi d'être parmi vous. Mais le parcours qui va, entre autres, comporter 4 mois d'isolement total, 1 semaine pendant laquelle ma femme se demande si elle sera veuve ou pas. Voilà. Je suis encore dans le deuil, nous sommes encore dans le deuil. Arrive avril 2004 et le groupe international dont je dirige une filiale en Belgique
me pousse gentiment vers la sortie suite à une restructuration. Entre-temps, un 5e enfant est né en 2002 et donc je vis ces épreuves et en particulier mon cancer en me disant que si je ne survis pas, un de mes enfants n'aura aucun souvenir de moi. Ça, c'est pour vous poser le contexte et pour vous dire que j'adore la vie. J'ai guéri. Je considère chaque jour comme un bonus. C'est comme si, en naissant, j'avais gagné une première fois Euromillion. Et en traversant ces épreuves, j'ai gagné une deuxième fois Euromillion. Qu'est-ce que je peux bien vous dire là-dessus? Qu'est-ce que je peux bien vous apporter là-dessus? Eh bien, je vais simplement vous faire part de quelques éléments que j'ai rencontrés sur ma route en marchant, parce que je n'avais pas la méthode, je n'avais pas l'outil, je ne savais pas comment me dépasser. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est le mot surprise. Le mental n'aime pas la surprise, le mental aime le connu. Donc, d'une certaine façon, mon exposé s'appellerait plutôt « Quel dépassement pour le mental ?» Comment remettre le mental à sa juste place? Comment ne pas se faire piéger? Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que les épreuves ont un avantage paradoxal, c'est que sur un certain nombre de plans, elles vous facilitent énormément la vie. Quand vous vivez une tempête, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, bien entendu, mais en ce qui me concerne, au cœur de la tempête, je vois tout de suite ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui pour un intellectuel comme moi au quotidien n'est pas facile, mais au cœur de la tempête, ça l'est beaucoup plus. Au cœur de la tempête, je vois tout de suite les limites de ma capacité d'action, ce qui à nouveau pour un intellectuel comme moi en temps normal est plutôt compliqué. Enfin, au cœur de la tempête, et ça aussi pour un intellectuel comme moi c'est en général un peu compliqué, je vois tout de suite qu'il faut agir, que réfléchir ne sert à rien si la réflexion ne passe pas par l'action. Et enfin, au cœur de la tempête, chaque petite chose positive est perçue comme un miracle. Au cœur de la tempête, vous pouvez exercer de façon extraordinaire votre capacité d'émerveillement. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que cette épreuve, je ne l'ai pas traversée seule, je l'ai traversée avec ma femme Carole, avec Renaud, avec Lucie, avec Anaël et avec Théo, et que sans doute la chose la plus importante que nous avons faite, c'est à certains moments mettre le mental de côté et protéger nos forces de vie. Je pense par exemple à ma fille Anaël qui, des années après 2001, décide de partir en échange à l'étranger. Nous décidons tous ensemble que les volets vont rester ouverts. Nous décidons tous ensemble, et c'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai attendu 2019 pour en parler en public, que nous ne serons pas la famille qui a perdu un enfant, que nous ne serons pas la famille dont le papa a eu un cancer. Non, nous serons une famille normale, nous serons une famille heureuse, nous serons une famille qui a une identité, mais pas celle de ses malheurs. Nous décidons de protéger nos forces de vie. À tel point même que ma fille Lucie, quand la psychologue de l'hôpital lui demande de façon très gentille, et c'était une jeune psychologue charmante, elle lui demande de façon très gentille si c'est pas trop difficile d'avoir un papa qui a un cancer à l'hôpital, elle lui dit non, ça va. Et puis dans le couloir, rentrant avec ma femme, elle dit à ma femme, tu sais maman, je lui ai pas dit que Myrtille était morte. Parce que le fait que papa avait un cancer, ça avait l'air déjà tellement terrible pour elle que je ne lui ai pas dit pour Myrtille. Voyez, comment protéger les forces de vie, comment garder les volets ouverts? Parce que les librairies dans les gares, dans les aéroports sont remplies de méthodes de développement personnel, de visualisation, etc. Mais qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre? Qu'est-ce qui vous porte dans vos réussites? Qu'est-ce qui vous maintient en vie dans vos échecs? Quelles sont vos forces de vie? Enfin, la troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a du monde à l'intérieur. C'est qu'en vous, je ne sais pas, mais en moi vit une gigantesque ménagerie.
je me suis rendu compte que, voilà, en moi vivait un tigre. À certains moments, il a fallu décider vite, foncer sans réfléchir, et j'ai laissé les commandes à mon tigre. À d'autres moments, face à certains médecins, il a fallu s'imposer, et donc je laissais les commandes à mon éléphant. D'autres moments, il a fallu être subtil, par exemple avec les compagnies d'assurance, et j'ai laissé les commandes à mon renard. Il y a des moments où il a fallu, malgré la situation, penser aux autres, parce qu'après tout, moi j'étais enfermé, mais ma femme, elle avait tout le reste. Elle avait son boulot, elle avait les enfants à la maison, elle avait tout ce qu'il fallait faire pour me rendre la vie un peu moins difficile à l'hôpital. Donc à ce moment-là, je laissais les commandes à mon labrador. J'essayais, malgré la difficulté, de penser aux autres plutôt qu'à moi. Et puis, surtout, ne pas oublier mon dauphin. Mon dauphin, c'est celui qui adore faire la fête. Continuer à fêter les anniversaires, continuer à se moquer les uns des autres, continuer à rigoler et à plaisanter. Mais de tous les animaux de ma ménagerie, celui qui m'a sauvé la vie, c'est ma biche. En moi vit une biche silencieuse, respectueuse, sensible, un peu idéaliste. Une biche qui peut rester des heures, allongée dans les sous-bois ou dans une chambre d'hôpital, à simplement contempler le miracle de la vie, en se disant qu'exister, aimer et être aimé, ça suffit. S'il y a un peu d'amour quelque part dans le monde, et même si l'amour est une illusion, vous ne pouvez pas perdre. C'est une illusion qui nous rend plus humains, c'est une illusion qui nous rend plus forts, peu importe que ce soit une illusion. Et donc voilà ce que je voudrais dire pour terminer, parce qu'on me dit « Time is up ». On m'avait promis qu'un présentateur s'approcherait de moi, mais je ne vois personne venir. Voilà, pour terminer, je dirais, peut-être aussi pour permettre à votre mental de se laisser dépasser, explorez votre ménagerie intérieure, explorez tous les animaux qui vivent en vous. Et donc, pour clôturer, je voudrais vous laisser avec ces deux questions. La première, quelle est la partie de vous-même? Alors, si vous préférez appeler les parties de vous-même, le gestionnaire, l'emmerdeur, l'avocat et le clown, peu importe, vous n'êtes pas obligé de choisir les animaux. Quelle est la partie de vous-même à laquelle il serait utile de donner 5% de place supplémentaire pour un tout petit peu déstabiliser votre mental et vous ouvrir un peu plus à la vie? À quelle part de vous-même devez-vous donner plus de place? Et quel est le petit rituel matinal? J'ai connu quelqu'un qui voulait réveiller son tigre, il allait crier ou hurler dans son jardin tous les matins. J'ai connu quelqu'un qui voulait réveiller son dauphin, il regardait avant de boire un verre de vin, le dauphin qui était dans son verre faire un joli bond. Ça l'aidait à se détendre. Donc voilà, je vous laisse avec ces deux questions. À quel animal voulez-vous donner plus de place? Et quel est le rituel qui va vous aider? Je vous souhaite une excellente soirée.